Le 23 mai 1978, une excursion scolaire dans les eaux de la Bretagne s'est transformée en tragédie. 24 enfants sont montés à bord d'un bateau ce matin-là. 23 sont revenus. Camille Laurent, 8 ans, a disparu dans les vagues tumultueuses de l'Atlantique. Son corps n'a jamais été retrouvé. Pendant 41 ans, sa famille a vécu avec le vide de son absence, avec la douleur d'un deuil sans corps, sans adieu, sans certitude. Mais en 2019, un simple test ADN réalisé dans un hôpital de Normandie a révélé l'impossible. Camille Laurent était vivante. Une femme de 49 ans, vivant sous un autre nom, portant une autre identité, était la petite fille disparue 4 décennies plus tôt. Comment une enfant de 8 ans a-t-elle survécu à un naufrage qui aurait dû la tuer? Pourquoi n'est-elle jamais rentrée chez elle? Et surtout, qui savait la vérité pendant toutes ces années? Avant de continuer avec cette histoire qui a bouleversé toute la France, si vous appréciez les enquêtes sur des cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé dans cette paisible ville bretonne, Saint-Malo, Bretagne. Printemps 1978. Cette ville fortifiée, avec ses remparts de granit gris battus par les vagues, était un lieu où tout le monde se connaissait. Les familles vivaient ici depuis des générations, les enfants jouaient dans les mêmes rues que leurs grands-parents, et la mer faisait partie de la vie quotidienne comme le pain et le sel. La famille Laurent habitait rue de la Corne de Cerve, dans une maison étroite à 3 étages typique de l'architecture malouine. Henri Laurent, 35 ans, enseignait l'histoire au collège municipal. C'était un homme méthodique, passionné par les récits de corsaires et d'explorateurs bretons. Sa femme, Isabelle, travaillait comme infirmière à l'hôpital Brousset. Elle avait ce caractère fort des femmes de marins, habituées à l'inquiétude sourde que la mer inspire à ceux qui la connaissent vraiment. Camille était leur fille unique. 8 ans, des cheveux châtains coupés au carré, des taches de rousseur sur le nez, et cette curiosité insatiable qui exaspérait parfois ses professeurs, mais ravissait ses parents. Elle adorait dessiner, surtout les bateaux et les oiseaux marins. Son carnet à spirale ne la quittait jamais, rempli de croquis de goélands, de chalutiers, de voiles gonflées par le vent d'ouest. L'école primaire Jules Ferry, située près de la gare, accueillait environ 200 élèves. Sophie Leclerc, 28 ans, était l'institutrice de la classe de CE2 où étudiait Camille. Jeune, enthousiaste, elle venait de Paris et apportait une énergie nouvelle à cet établissement traditionnel. Elle avait organisé cette sortie scolaire avec l'enthousiasme de quelqu'un qui voulait offrir à ses élèves une expérience mémorable, une journée d'étude de la faune marine et de l'histoire locale. Le bateau choisi pour l'excursion était le Goéland bleu, un ancien chalutier reconverti pour le tourisme et les sorties éducatives. Marc Fontaine, 52 ans, en était le capitaine depuis 15 ans. Marin de métier depuis l'âge de 14 ans, il connaissait ses eaux comme sa propre maison. Veuf, sans enfant, il avait toujours eu une patience particulière avec les groupes scolaires. Son bateau était impeccablement entretenu, avec tous les équipements de sécurité réglementaires, gilets de sauvetage pour chacun, radeau gonflable, radio marine, fusée de détresse. La météo du 23 mai semblait parfaite. Le bulletin maritime de 6 heures du matin annonçait un vent modéré de secteur nord-ouest, mer belle, à peu agitée, visibilité excellente. Rien n'indiquait que cette journée serait différente des centaines d'excursions que Marc Fontaine avait guidées auparavant. Dans les jours précédents, Camille était particulièrement excitée. Elle avait préparé son sac à dos avec soin, son carnet de croquis, des crayons de couleur, un pull marin que sa grand-mère lui avait tricoté, un sandwich au jambon qu'elle avait insisté pour préparer elle-même. Le soir du 22 mai, elle n'arrivait pas à dormir. Isabelle était entrée dans sa chambre vers 22 heures et l'avait trouvée assise sur son lit, dessinant à la lumière de sa lampe de chevet. « Tu devrais dormir, ma chérie. Demain sera une longue journée. Maman, tu crois qu'on verra des dauphins? Peut-être, mais seulement si tu dors maintenant. » Camille avait souri, rangé ses crayons, embrassé sa mère.
C'était un moment ordinaire, banal. Le genre de moment dont on ne sait pas qu'il deviendra un souvenir précieux, rejoué mentalement des milliers de fois dans les années à venir. Saint-Amalo, à cette époque, était une communauté soudée, mais traversée par les changements sociaux des années 70. Le tourisme commençait à transformer l'économie locale. Les traditions maritimes coexistaient avec la modernité croissante. Les familles, comme les Laurent, représentaient cette classe moyenne éduquée, attachée aux valeurs traditionnelles, mais ouverte au progrès. Henri votait à gauche. Isabelle était plus conservatrice. Ils débattaient autour de la table du dîner, pendant que Camille écoutait, absorbant ce monde d'adultes qu'elle ne comprenait pas encore complètement. Le matin du 23 mai, le réveil sonna à 6h30 dans la maison des Laurent. Camille était déjà éveillée, assise dans son lit, regardant par la fenêtre le ciel qui s'éclaircissait. Le temps était doux, une légère brume matinale flottait encore sur les toits d'ardoise. Le petit déjeuner fut rapide. Henri préparait son café, Isabelle tartinait du pain grillé. Camille était trop excitée pour manger beaucoup. Elle grignotait un coin de tartine en vérifiant encore une fois le contenu de son sac. À 7h15, la famille quittait la maison. Henri devait déposer Camille à l'école avant de se rendre à son propre collège. Le trajet en voiture, une Renault 12 bleu marine, prenait moins de 10 minutes. Dans ces derniers moments ensemble, Henri et Camille parlaient de corsaires, un sujet qui les passionnait tous les deux. Henri expliquait comment Robert Surcouf attaquait les navires anglais, Camille posait des questions, imaginait les abordages, les combats à l'épée. « Papa, tu crois que Surcouf avait peur de la mer ? Je pense que tous les vrais marins respectent la mer, ma puce. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est faire ce qu'on doit faire malgré la peur. » Ils arrivèrent à l'école à 7h45. La cour était déjà pleine d'enfants surexcités et de parents donnant les dernières recommandations. Sophie Leclerc vérifiait sa liste, cochant les noms au fur et à mesure que les élèves arrivaient. Elle portait un coupe-vent rouge vif, un jean, des baskets blanches. Deux autres accompagnatrices l'assistaient, Françoise Garnier, mère d'élèves de 40 ans, et Juliette Arnaud, jeune stagiaire de 22 ans qui faisait sa formation à l'école. Henri se pencha vers Camille avant qu'elle ne descende de la voiture. « Sois sage, écoute bien la maîtresse, et amuse-toi. Promis, papa. » Elle l'embrassa sur la joue, attrapa son sac, courut rejoindre ses camarades. Henri la regarda s'éloigner, la vit s'intégrer au groupe d'enfants, rire avec ses amis. C'était la dernière fois qu'il voyait sa fille. À 8h précises, le car scolaire partait de l'école. 24 enfants, 3 adultes, le chauffeur. Le trajet jusqu'au port de plaisance durait 20 minutes. Les enfants chantaient, se bousculaient gentiment, collaient leur visage aux vitres pour voir la mer qui apparaissait entre les bâtiments. Marc Fontaine les attendait sur le quai numéro 7. Le goéland bleu était amarré, son pont fraîchement lavé, brillant au soleil matinal. Le bateau mesurait 15 mètres de long, pouvait accueillir confortablement 30 personnes. Marc avait préparé des gilets de sauvetage de différentes tailles, disposés sur les bancs du pont. L'embarquement commença à 8h30. Sophie Leclerc avait préparé des binômes. Chaque enfant avait un partenaire, une procédure standard pour les sorties. Camille était avec Léa Bouchard, sa meilleure amie, une fillette blonde aux yeux bleus qui habitait 3 rues plus loin. Marc vérifiait que chaque enfant portait correctement son gilet de sauvetage, serrant les sangles, expliquant l'importance de ne jamais les retirer. À 9h10, le goéland bleu larguait les amarres. La mer était calme, à peine quelques rides à sa surface. Le ciel était d'un bleu pâle, parsemé de nuages blancs et légers. Marc engageait le bateau vers le large, naviguant à vitesse réduite pour que les enfants puissent observer le paysage, les remparts de Saint-Malo qui s'éloignaient, le fort national sur son îlot rocheux, les autres bateaux au mouillage. Le programme prévoyait une navigation jusqu'à l'île de Sésambre, à environ 4 kilomètres au large. Là-bas, Marc devait expliquer l'histoire de l'île, montrer les fortifications allemandes de la Seconde Guerre mondiale, observer les colonies d'oiseaux marins. Le trajet aller-retour, avec les arrêts, devait durer environ 4 heures. Retour prévu à 13h, temps pour le déjeuner à l'école.
Pendant la première heure, tout se passait parfaitement. Les enfants posaient des questions. Marc répondait avec patience. Sophie prenait des photos avec son appareil Kodak. Certains enfants dessinaient, d'autres scrutaient l'horizon avec des jumelles que Marc avait apportées. Camille était installée à tribord, son carnet sur les genoux, croquant les mouettes qui suivaient le bateau. À 10h45, ils arrivaient près de Cézembre. Marc ralentissait le moteur, se rapprochait des rochers pour que les enfants voient mieux les nids d'oiseaux dans les anfractuosités de la falaise. C'est à ce moment que la radio marine se mit à crachoter. Un message de la station côtière de Saint-Malo. Avis de coup de vent, front orageux inattendu, se dirigeant rapidement vers la côte depuis l'ouest. Force 7 à 8, attendue dans l'heure. Marc fronça les sourcils. C'était inhabituel. Le bulletin du matin n'avait rien signalé de tel. Mais l'expérience lui avait appris à ne jamais ignorer les avis météo. Il prit immédiatement la décision de rentrer. Il expliqua calmement aux enfants qu'ils devaient retourner au port plus tôt que prévu, qu'une petite tempête arrivait, rien de grave, mais mieux valait être prudent. Le retour commença à 10h50. Marc augmenta légèrement la vitesse, gardant un œil sur l'horizon occidental. Effectivement, une masse sombre de nuages avançait vers eux, beaucoup plus rapidement qu'ils ne l'auraient cru possible. Le vent commençait à forcir, la mer à se former. À 11h15, ils étaient encore à mi-chemin du port quand l'orage les rattrapa. Ce ne fut pas progressif mais brutal, comme si quelqu'un avait ouvert les vannes du ciel. Le vent passa de 15 nœuds à plus de 40 en quelques minutes. Les vagues, jusque-là modérées, devinrent rapidement hautes de 2, puis 3 mètres. La pluie tombait en rideaux épais, réduisant la visibilité à quelques dizaines de mètres. Marc ordonna aux enfants de s'asseoir sur le pont, de s'accrocher aux rambardes. Sophie et les 2 autres accompagnatrices s'efforçaient de maintenir le calme, mais plusieurs enfants pleuraient maintenant, terrifiés par le déchaînement soudain des éléments. Le bateau montait et descendait violemment, prenant les vagues de face. Marc tenait fermement la barre, tous ses muscles tendus, luttant pour garder le cap vers le port. À 11h32, selon l'horloge du tableau de bord qui s'arrêta à ce moment précis, une vague plus grosse que les autres frappa le goéland bleu par le travers. Le bateau gita fortement sur bâbord. Il y eut un craquement sinistre. Quelque chose dans la coque céda. L'eau commença à entrer par une voie d'eau que personne ne pouvait localiser précisément dans la panique du moment. Marc lança un SOS par radio, donna leur position. La garde côtière de Saint-Malo répondit immédiatement. Une vedette de sauvetage était en route, temps d'arrivée estimé à 15 minutes. Mais 15 minutes, dans une mer déchaînée, avec un bateau qui prenait l'eau, c'était une éternité. Marc prit la décision qui sauva 26 vies. Il ordonna l'évacuation vers les radeaux de sauvetage. Les 2 radeaux gonflables furent déployés, attachés au bateau par des filins. Sophie et Françoise commencèrent à faire passer les enfants, un par un, vers les radeaux qui dansaient dangereusement sur les vagues. C'était le chaos. Les enfants hurlaient, se cramponnaient aux adultes. Les vagues passaient par-dessus le pont. Marc criait des instructions que le vent emportait aussitôt. Les radeaux se remplissaient lentement. Les adultes comptaient et recomptaient frénétiquement les têtes dans l'eau qui tombait en trombe. Camille était dans le second groupe à évacuer. Plusieurs témoignages concordent sur ce point. Léa Bouchard, sa binôme, se souvient l'avoir vue près de la rambarde tribord, son gilet de sauvetage orange vif, bien visible. Juliette Arnaud se rappelle l'avoir aidé à s'avancer vers le radeau, mais entre ce moment et le moment où tout le monde fut dans les radeaux, Camille disparut. Les versions diffèrent légèrement. Certains enfants pensent l'avoir vue tomber à l'eau. D'autres croient l'avoir vue monter dans le premier radeau. Dans la confusion, sous la pluie battante, avec les vagues et la peur, les souvenirs sont fragmentés, contradictoires. Ce qui est certain, c'est que quand les 2 radeaux furent détachés du goéland bleu et récupérés par la vedette de sauvetage, arrivée à 11h48, Camille Laurent n'était dans aucun des 2. Marc Fontaine, dernier à quitter son bateau qui coulait, hurlait son nom dans le vent. La vedette de sauvetage fit des cercles pendant 40 minutes, scrutant les vagues, cherchant une tache orange, un signe de vie. D'autres bateaux
rejoignirent les recherches. Mais la mer était déchaînée, la visibilité quasi nulle. À 13h30, la tempête forcissait encore. Les sauveteurs durent prendre la décision déchirante de ramener les survivants au port et de suspendre temporairement les recherches. Sur le quai, 23 enfants trempés, tremblants, traumatisés, étaient réunis sous des couvertures de survie. Les parents arrivaient en courant, serrant leurs enfants dans leurs bras, pleurant de soulagement. Henri et Isabelle Laurent arrivèrent à 14h10, après avoir reçu un appel les informant qu'il y avait eu un accident, mais que les détails n'étaient pas encore clairs. Sophie Leclerc s'approcha d'eux, le visage ravagé, les vêtements encore trempés. Les mots qu'elle prononça allaient hanter les Laurent pour le reste de leur vie. « Camille, on ne la trouve pas. Elle n'était pas dans les radeaux. On a cherché, mais le monde s'effondra pour Henri et Isabelle à cet instant précis. Les recherches reprirent dès que la tempête se calma, le lendemain matin, à l'aube. 3 navires de la Marine nationale se joignirent aux efforts, ainsi que des dizaines de bateaux de pêcheurs volontaires. Des hélicoptères survolèrent la zone, des plongeurs inspectaient les fonds marins près du site du naufrage. Les courants de cette région sont complexes, puissants, capricieux. Les spécialistes calculèrent les dérives possibles, établirent des zones de recherche prioritaires couvrant plusieurs kilomètres carrés. Pendant 3 semaines, les recherches continuèrent quotidiennement. On retrouva des débris du goéland bleu, un morceau de bastingage, un gilet de sauvetage déchiré qui n'était pas celui de Camille, quelques objets flottants. Mais aucune trace de la petite fille. Les équipes de recherche inspectèrent chaque plage, chaque anse rocheuse, chaque coin de côte entre Saint-Malo et Cancale vers l'est, jusqu'à Dinard vers l'ouest. La maison de la rue de la Corne de Serre devint un lieu étrange, figé dans l'attente. Isabelle arrêta de travailler, incapable de se concentrer à l'hôpital. Elle passait ses journées assise près du téléphone, comme si Camille allait appeler. Henri retournait au collège après 2 semaines, mais ses collègues remarquaient qu'il n'était plus vraiment présent. Il regardait par les fenêtres pendant ses cours, perdait le fil de ses phrases. La chambre de Camille resta intacte. Son lit fait, ses crayons de couleur rangés dans leur boîte, ses dessins punaisés au mur. Isabelle y entrait plusieurs fois par jour, s'asseyait sur le lit, respirait l'odeur qui s'estompait lentement. Elle tenait le pull marin tricoté par la grand-mère, celui que Camille avait emporté ce matin-là et qui était revenu dans son sac à dos mouillé, récupéré par la police. L'enquête officielle fut confiée à l'inspecteur Alain Mercier, 43 ans, de la police nationale de Saint-Malo. C'était un homme méticuleux, père de 2 enfants lui-même, profondément affecté par cette disparition. Il interrogea tous les survivants, croisa leurs témoignages, reconstitua minute par minute les événements. Son rapport, déposé 2 mois après le drame, concluait à un accident tragique. Camille Laurent était tombée à l'eau pendant l'évacuation chaotique du bateau. L'impact de la chute et l'eau glacée avaient probablement causé une syncope. Son corps avait été emporté par les courants puissants. Le gilet de sauvetage, peut-être mal attaché dans la panique, n'avait pas suffi. C'était l'explication la plus logique, la plus probable. Mais sans corps, il n'y avait aucune certitude. Et cette incertitude allait ronger la famille Laurent pendant 4 décennies. Les mois passèrent, puis les années. Saint-Malo pleura d'abord collectivement cet enfant perdu, puis peu à peu, la vie reprit son cours normal. Les autres enfants de la classe retournèrent à l'école, grandissant avec ce traumatisme ancré en eux. Sophie Leclerc démissionna et quitta la Bretagne, incapable de rester dans cette ville où elle se sentait responsable. Marc Fontaine ne navigua plus jamais, vendant son nouveau bateau 1 an après l'accident, travaillant le reste de sa vie comme gardien au port. Pour les Laurent, il n'y eut pas de retour à la normale. Leur couple survécut, mais changé, alourdi d'une tristesse qui ne partait jamais complètement. Ils participèrent pendant des années à des associations de familles de disparus, trouvant un certain réconfort dans le partage avec d'autres qui comprenaient cette forme particulière de deuil sans fin. Tous les 23 mai, ils venaient sur la jetée près du Fort National, regardant la mer aux mêmes heures où Camille avait disparu, parfois seul, parfois avec quelques amis proches.
Jamais il ne parlait beaucoup ces jours-là. Il restait simplement là, témoin silencieux d'une absence. L'inspecteur Mercier, même après sa retraite en 1998, gardait le dossier de Camille Laurent dans un tiroir de son bureau à domicile. Il le relisait de temps en temps, se demandant toujours s'il avait manqué quelque chose, un détail, une piste. Chaque fois qu'un corps d'enfant non identifié était retrouvé quelque part en France, il vérifiait, comparait l'âge estimé, les caractéristiques. Ce n'était jamais Camille. Il y eut, au fil des années, quelques faux espoirs. En 1983, un témoin affirma avoir vu une fillette ressemblant à Camille dans une gare à Rennes. La piste fut suivie pendant des semaines, s'évaporant finalement dans l'incertitude. En 1991, une femme appela la police, affirmant être Camille Laurent. Mais son histoire ne tenait pas debout, et elle fut identifiée comme souffrant de troubles psychiatriques. Henri développa une obsession pour les histoires de survie improbables. Il collectionnait les articles de journaux sur des personnes retrouvées vivantes après avoir été présumées mortes. Isabelle, elle, se réfugiait dans la religion, trouvant dans la foi un apaisement que la raison ne pouvait lui offrir. Ce qui rendait tout encore plus difficile était l'impossibilité d'organiser des funérailles, sans corps, pas d'enterrement, pas de tombe où se recueillir. Les Laurent installèrent une plaque commémorative dans le cimetière de Saint-Malo. Camille Laurent, 1970-1978, jamais oublié. Mais c'était une tombe vide, symbolique, qui ne comblait pas le besoin viscéral de savoir où était leur fille. À mesure que les années avançaient, d'autres questions les hantaient. Si Camille avait vécu, elle aurait eu 18 ans en 1988, 25 ans en 1995, 30 ans en l'an 2000, 40 ans en 2010. Qui aurait-elle été? Quelle vie aurait-elle construite? Ces questions sans réponse devenaient parfois insupportables. Les anciens camarades de classe de Camille grandissaient, se mariaient, avaient leurs propres enfants. Léa Bouchard, sa meilleure amie, devint enseignante comme une façon de donner du sens à sa survie. Elle pensait souvent à Camille, se demandant pourquoi elle avait survécu et pas son amie. Ce sentiment de culpabilité du survivant l'a poursuivi toute sa vie. Le dossier de Camille Laurent resta officiellement ouvert dans les archives de la police nationale. En France, il n'y a pas de prescription pour les disparitions de mineurs. Mais dans la pratique, après tant d'années, plus personne ne travaillait activement sur le cas. C'était devenu une histoire triste, un drame local, dont les anciens se souvenaient, mais dont les jeunes ignoraient l'existence. En 2015, Henri Laurent mourut d'un cancer du poumon à l'âge de 72 ans. Ses derniers mots à Isabelle furent « Tu crois qu'elle sait, là où elle est, qu'on ne l'a jamais oubliée ?» Isabelle lui tint la main, incapable de répondre, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Isabelle continua seule dans la maison de la rue de la Corne de Cerf. La chambre de Camille était toujours là, sanctuaire préservé pendant 40 ans. Les dessins au mur avaient jauni, les couleurs des crayons s'étaient fanées, mais tout était resté à sa place. Les amis d'Isabelle s'inquiétaient de cette impossibilité à faire son deuil, mais elle refusait toute aide psychologique. « Comment faire le deuil sans savoir ?» répétait-elle. En janvier 2019, à Rouen, Normandie, une femme se présenta aux urgences de l'hôpital Charles-Nicolle. Elle souffrait de douleurs abdominales persistantes depuis plusieurs semaines. Les médecins, après examen, soupçonnèrent un problème hépatique nécessitant des investigations approfondies. Elle donna son nom. Eliane Martel, 49 ans, sans emploi stable, vivant seule dans un petit appartement du quartier de Gramont. Eliane était une figure discrète de ce quartier modeste. Ses voisins la décrivaient comme une femme réservée, polie mais distante. Elle travaillait occasionnellement comme femme de ménage, acceptant des missions temporaires par des agences d'intérim. Pas d'amis proches, pas de famille connue, une vie minimaliste qui n'attirait pas l'attention. Elle payait son loyer en temps, ne causait jamais de problème, vivait dans une forme d'invisibilité sociale. Le médecin qui l'a reçu, le docteur Laurent Mercier, par une étrange coïncidence de nom, fut frappé par quelque chose d'inhabituel quand il vérifia son dossier médical.
Eliane Martel n'avait quasiment aucun historique médical avant 1998, comme si elle n'avait pas existé avant cette date. Les quelques documents qu'elle avait fournis lors de sa première consultation, 10 ans auparavant, étaient minimaux. Pour le diagnostic hépatique, une transplantation était potentiellement nécessaire. Le protocole standard dans ces cas incluait un typage tissulaire et, par précaution, un test ADN pour vérifier la compatibilité avec des donneurs potentiels et exclure certaines maladies génétiques. Eliane hésita longuement avant d'accepter. Elle posa beaucoup de questions sur la confidentialité des données, sur qui aurait accès aux résultats. Le docteur Mercier la rassura, expliquant les procédures standards de protection des données médicales. Le prélèvement fut effectué le 15 janvier 2019. L'échantillon fut envoyé au laboratoire de génétique médicale de l'hôpital pour analyse. Routine habituelle, procédure effectuée des centaines de fois chaque mois. Ce qu'Eliane ignorait, ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'en France, depuis 2015, tous les profils ADN établis dans un cadre médical sont automatiquement comparés au fichier national automatisé des empreintes génétiques, la base de données nationale qui contient les profils de personnes disparues, de victimes non identifiées et d'auteurs d'infractions. Cette comparaison est automatique, informatisée, et se fait sans intervention humaine dans un premier temps. Le 28 janvier, 14 jours après le prélèvement, une alerte fut générée par le système informatique. Le profil ADN d'Eliane Martel correspondait à un profil présent dans le fichier des personnes disparues. Plus précisément, il correspondait à un profil établi par recoupement à partir de l'ADN des parents d'une enfant disparue en 1978. L'alerte arriva d'abord sur le bureau d'un technicien de laboratoire, puis fut transmise au responsable du service, puis au directeur de l'hôpital, puis à la police nationale. Le protocole dans ces situations est strict. Vérification multiple, contre-vérification, exclusion de toute erreur technique. 3 laboratoires indépendants analysèrent l'échantillon. Tous confirmèrent la correspondance. Le taux de certitude était de 99,99%. Eliane Martel était génétiquement la fille d'Henri Laurent, décédé, et d'Isabelle Laurent, vivante à Saint-Malo. Autrement dit, Eliane Martel était Camille Laurent, la petite fille de 8 ans disparue dans un naufrage 41 ans plus tôt. La nouvelle parvint à la commandante de police Sylvie Dubois, responsable de la section des personnes disparues à Rennes. C'était une femme de 55 ans, 28 ans de carrière, qui avait vu des centaines de cas mais jamais rien de tel. Une disparition vieille de 41 ans, un enfant présumé mort, retrouvé vivant à l'âge adulte. C'était sans précédent dans sa carrière. Elle contacta immédiatement ses collègues de Saint-Malo, ressortit le dossier dormant depuis des décennies. Alain Mercier, l'inspecteur original, maintenant âgé de 84 ans, fut contacté chez lui. Quand on lui annonça la nouvelle au téléphone, il y eut un long silence, puis sa voix tremblante. « Vous êtes sûr, absolument sûr ?» La question était maintenant, comment approcher Eliane Martel? On ne pouvait pas simplement la convoquer pour interrogatoire. Si elle était vraiment Camille Laurent, elle avait vécu 41 ans sous une fausse identité. Pourquoi? Était-elle victime? Complice? Quelqu'un l'avait-il forcée à se cacher? Tant de questions, aucune réponse encore. Le 1er février 2019, la commandante Dubois et un psychologue spécialisé se présentèrent à l'appartement d'Eliane Martel, rue de Gramont, à Rouen. C'était un immeuble des années 70, 6 étages, un peu délabré. L'appartement était au 4e, un 2 pièces modeste mais propre. Eliane ouvrit la porte, vit les badges de police et son visage devint d'une pâleur extrême. Ses mains se mirent à trembler. « Madame Martel, nous devons vous parler. Puis-je entrer ?» Eliane recula, les laissant entrer. L'appartement était spartiate. Peu de meubles, quelques livres, aucune photo personnelle sur les murs. C'était l'habitat de quelqu'un qui ne voulait laisser aucune trace, aucune empreinte personnelle. La commandante Dubois s'assit sur le canapé usé, invita Eliane à s'asseoir également. « Madame, je dois vous informer que suite à votre récent test médical, votre profil ADN a été comparé à notre fichier national.
Il y a une correspondance avec le profil génétique d'une personne disparue. Eliane ferma les yeux. Ses lèvres remuèrent sans émettre de son, puis, d'une voix à peine audible, « Je savais que ça arriverait un jour. Je savais qu'on ne peut pas rester invisible pour toujours. » « Connaissez-vous le nom de Camille Laurent ?» Un long, très long silence, puis un hochement de tête presque imperceptible. « C'était moi. C'est moi. » La révélation que Camille Laurent était vivante se propagea rapidement. D'abord dans les cercles policiers, puis auprès d'Isabelle Laurent, qui fut contactée avec toutes les précautions possibles. La vieille femme de 76 ans s'effondra en larmes quand on lui annonça la nouvelle. 41 ans d'attente, de questions sans réponse, de douleurs sourdes, et soudain, « Votre fille est vivante !» Mais la joie immédiate fut suivie d'une vague de questions terrifiantes. Pourquoi? Comment? Où était-elle pendant toutes ces années? Pourquoi n'était-elle jamais revenue? L'espoir et l'incompréhension se mêlaient dans le cœur d'Isabelle, créant un tumulte émotionnel presque insupportable. La presse n'avait pas encore été informée. La police gardait le silence, sachant que cette histoire deviendrait un cirque médiatique dès qu'elle serait publique. Mais avant cela, il fallait comprendre. Il fallait que Camille, ou Eliane, comme elle se faisait appeler, raconte ce qui s'était vraiment passé. Les interrogatoires commencèrent dans une salle spécialement aménagée du commissariat de Rouen. Pas une salle d'interrogatoire standard, mais un bureau confortable avec des fauteuils, du café, une atmosphère la moins intimidante possible. Camille n'était pas une suspecte d'un crime. Elle était une victime présumée, possiblement une survivante traumatisée. Le psychologue insistait sur la nécessité d'y aller doucement. Camille, elle demandait qu'on l'appelle toujours Eliane, était assise, les mains jointes sur ses genoux. Elle portait un pull gris trop grand, un jean délavé, des chaussures de toile usées. Ses cheveux châtains, grisonnants maintenant, étaient attachés en queue de cheval. Son visage portait les marques de 49 ans de vie, mais quand on la regardait attentivement, on pouvait voir les traits de la petite fille des photos de 1978. Les mêmes yeux noisettes, la même forme de visage. « Je vais vous raconter ce qui s'est passé », commença-t-elle d'une voix monotone, comme récitant une histoire apprise par cœur. « Mais vous devez comprendre que j'étais une enfant, une petite fille de 8 ans. Je ne comprenais pas tout, je ne me souviens pas de tout avec clarté. » Elle respira profondément, regardant par la fenêtre le ciel gris de février. Quand le bateau a chaviré, c'était le chaos. L'eau était glacée, les vagues énormes. Je me souviens d'avoir été dans l'eau, mon gilet de sauvetage me maintenant à la surface, mais les vagues me passaient par-dessus la tête. J'avalais de l'eau, je toussais, je hurlais, mais personne ne m'entendait. Les radeaux étaient déjà loin. Le bateau coulait et moi, je dérivais. Les enquêteurs écoutaient sans l'interrompre, enregistrant chaque mot. Je ne sais pas combien de temps j'ai dérivé. 1 heure, 2 heures. Je perdais conscience par moments. Le froid engourdissait mon corps. Je me souviens d'avoir pensé que j'allais mourir, que j'allais rejoindre grand-mère qui était morte l'année d'avant. Je me souviens d'avoir appelé ma maman. Sa voix se brisa légèrement sur ce dernier mot. Et puis, il y a eu un bateau. Pas un bateau de sauvetage. Un bateau de pêche, je crois. Quelqu'un m'a repêché, m'a sorti de l'eau. J'étais à moitié morte de froid, inconsciente. Quand je me suis réveillée, j'étais dans une cale sombre, enveloppée dans des couvertures qui sentaient le poisson. Qui était-ce? Qui vous a sauvé? Un homme. Je ne connaissais pas son nom à l'époque. Plus tard, j'ai compris qu'il s'appelait Bernard Collet, un pêcheur de Granville. Il avait environ 50 ans, je pense. Bernard Collet. Les enquêteurs notèrent immédiatement ce nom. Une recherche rapide dans les bases de données révéla qu'un Bernard Collet, pêcheur, était décédé en 2007 à Granville à l'âge de 79 ans. Impossible de l'interroger, mais son existence était confirmée. Pourquoi ne vous a-t-il pas ramené? Pourquoi ne vous a-t-il pas emmené à la police? Camille baissa les yeux. C'est la question que je me suis posée pendant des années. Au début, quand j'étais enfant, je pensais qu'il allait me ramener. Mais les jours passaient. Et il ne le faisait pas. Il me gardait caché dans sa maison, une petite maison isolée sur la côte.
Il me disait que mes parents étaient morts dans le naufrage, que j'étais la seule survivante, que si je retournais là-bas, on me mettrait dans un orphelinat. Il vous mentait. Oui, mais j'avais 8 ans. Je le croyais. J'avais peur. J'étais traumatisé. Et lui, il était gentil d'une certaine façon. Il me nourrissait, me donnait des vêtements, prenait soin de moi. Ce n'était pas de la violence physique. C'était plus subtil. Un kidnapping psychologique, intervint le psychologue. Une manipulation d'une enfant vulnérable. Il m'a donné un nouveau nom, Eliane. Il disait que Camille était morte avec ses parents, qu'Eliane était ma nouvelle chance. Il m'enseignait à la maison, ne me laissait jamais sortir seul. Les années ont passé. J'ai grandi dans cette maison coupée du monde. Les enquêteurs échangèrent des regards. C'était une histoire dérangeante, mais malheureusement plausible. Des cas de kidnapping avec manipulation psychologique existaient, des enfants gardés captifs pendant des années, conditionnés à croire des mensonges. Quand avez-vous réalisé la vérité? Progressivement, vers mes 15, 16 ans. Bernard avait un vieux poste de radio. Un jour, j'ai entendu un programme sur les personnes disparues. Ils ont mentionné mon cas, très brièvement. Une fillette disparue en 1978 dans un naufrage en Bretagne. Mon cœur s'est arrêté. J'ai commencé à avoir des doutes, à poser des questions. Bernard devenait nerveux, évasif. Pourquoi n'êtes-vous pas parti? J'avais peur. Où aurais-je été? J'avais vécu plus de la moitié de ma vie avec lui. Je ne connaissais personne d'autre, et une partie de moi avait intégré ces mensonges. J'avais peur que mes parents ne veuillent plus de moi, qu'ils m'aient oublié. C'est irrationnel, je sais, mais c'est ce que je ressentais. Elle s'essuya les yeux, bien qu'aucune larme ne coulait. Bernard est mort en 2007, cancer. Je l'ai soigné jusqu'à la fin. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais il était devenu ma seule famille, aussi tordue que cette relation était. Après sa mort, j'ai essayé de construire une vie. J'ai pris ses papiers d'identité d'Eliane Martel. Il avait créé une fausse identité pour moi des années auparavant, avec de vrais faux documents. J'ai quitté Granville, suis allé à Rouen et cherché du travail. Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir la police après sa mort? Vous étiez libre. Un silence, long, pesant. Parce que j'avais peur. Peur des questions, peur du jugement. Peur de retourner dans un passé qui me semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Camille était morte pour moi aussi. Eliane était qui j'étais devenu. Comment expliquer 40 ans d'absence? Comment retrouver une mère qui m'avait cru morte? J'avais trop peur, alors j'ai continué à vivre dans le mensonge. La commandante Dubois se pencha en avant. « Madame, votre mère est vivante. Isabelle Laurent vit toujours à Saint-Malo. Elle a 96 ans. Elle a attendu, espéré, pendant 41 ans. Elle veut vous voir. » Pour la première fois, des larmes véritables coulèrent sur les joues de Camille. Elle pleura silencieusement pendant plusieurs minutes, les épaules secouées de sanglots qu'elle essayait de réprimer. Les retrouvailles furent organisées avec une extrême précaution. Un psychologue spécialisé dans les traumatismes fut présent. La rencontre eut lieu, non pas au commissariat, mais dans une maison neutre, un centre médico-social à mi-chemin entre Rouen et Saint-Malo, le 12 février 2019, par une froide journée d'hiver où le ciel bas menaçait de neige. Isabelle Laurent arriva accompagnée d'une ancienne voisine qui lui servait de soutien. Elle avait perdu beaucoup de poids ces dernières années. Ses cheveux étaient d'un blanc pur, son visage marqué par l'âge et le chagrin. Mais ses yeux, quand on lui dit que Camille allait entrer dans la pièce, s'illuminèrent d'une lumière que personne ne lui avait vue depuis 4 décennies. La porte s'ouvrit, Camille entra, hésitante, tremblante. Elle portait une robe simple, bleue, avait essayé de se coiffer soigneusement. Elle resta immobile dans l'encadrement de la porte, regardant cette vieille dame assise dans le fauteuil. Isabelle se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. Elle s'approcha de Camille, lentement, comme si elle marchait vers un mirage qui pourrait disparaître. Elle leva une main tremblante, toucha le visage de Camille, traça du doigt le contour de sa mâchoire, de ses pommettes. « Tu as ses yeux, murmura-t-elle, les yeux de ton père. » Puis elle éclata en sanglots, et Camille aussi, et elles tombèrent dans les bras l'une de l'autre, pleurant toutes les années perdues, toute la douleur accumulée, tout l'amour qui avait survécu malgré tout.
Elles restèrent ainsi longtemps, très longtemps, enlacées, pleurant. Le psychologue et les policiers présents détournèrent le regard, émus malgré leur professionnalisme. C'était un moment trop intime, trop puissant pour être observé sans respect. Quand elles purent enfin parler, elles s'assirent côte à côte sur le canapé, Isabelle tenant fermement la main de Camille, comme si elle risquait de s'envoler à nouveau. « Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. »« Non, non, mon bébé. Tu n'as rien à te reprocher. Tu étais une enfant. Ce n'était pas ta faute. Papa, on m'a dit que papa, il est parti il y a 4 ans. Le cancer. Mais il a pensé à toi chaque jour de sa vie. Chaque jour. Il n'a jamais perdu espoir. Il me disait toujours... Elle est quelque part, j'en suis sûr. Notre fille est quelque part. » Camille pleura encore plus fort en entendant cela. Dans les jours qui suivirent, Camille raconta son histoire complètement, remplissant les détails, répondant aux questions incessantes des enquêteurs. L'histoire de Bernard Collet émergea pièce par pièce. Bernard Collet était un pêcheur solitaire, sans famille proche, qui vivait à Granville. Il avait un casier judiciaire, une condamnation pour détournement de mineurs en 1962, une peine de prison de 2 ans. Après sa sortie, il avait vécu discrètement, évitant les autorités. Le 23 mai 1978, il pêchait illégalement dans une zone interdite quand la tempête avait éclaté. Il avait cherché refuge près de la côte quand il avait aperçu une enfant dérivant dans l'eau. Sa décision de ne pas la ramener aux autorités n'était pas spontanée, mais calculée. Il savait que s'il rapportait l'enfant, on poserait des questions sur ce qu'il faisait là, on vérifierait son identité, on découvrirait son casier. Il risquait de retourner en prison. Alors, il avait fait un choix monstrueux, garder l'enfant, la cacher, faire croire à sa mort. Les investigations révélèrent que Bernard avait acheté, quelques semaines après le naufrage, de nouveaux vêtements pour enfants dans plusieurs magasins différents pour ne pas attirer l'attention. Des voisins à Granville se souvenaient vaguement d'avoir entrevu une fillette à ses fenêtres des années plus tard, mais ils avaient supposé que c'était une nièce en visite. Personne n'avait posé de questions. C'était une époque et un milieu où on ne se mêlait pas des affaires des autres. Camille expliqua comment Bernard avait progressivement construit son identité d'Éliane Martel. Il avait obtenu de faux papiers via des contacts dans le milieu de la pêche, des hommes qui connaissaient des faussaires. L'identité était solide, basée sur une vraie Éliane Martel, morte en bas âge dans les années 60. Ces méthodes étaient courantes pour les gens cherchant à disparaître ou à créer de nouvelles identités. Il m'éduquait, raconta Camille. Il avait des livres, beaucoup de livres. Il m'apprenait à lire, à écrire, l'histoire, la géographie. Il disait qu'il ne voulait pas que je sois ignorante. C'était étrange, cette contradiction. Il m'avait volé ma vie, ma famille, mais il prenait soin de moi d'une certaine manière. Le psychologue expliqua que c'était un cas classique de syndrome de Stockholm modifié, compliqué par le fait que Camille était très jeune quand cela avait commencé. Son cerveau d'enfant avait dû s'adapter pour survivre, créant un attachement à son ravisseur comme mécanisme de défense psychologique. L'enquête chercha à déterminer si quelqu'un d'autre était au courant ou complice. Tous les indices suggéraient que Bernard avait agi seul. Sa maison à Granville, vendue après sa mort, fut inspectée. Les nouveaux propriétaires avaient tout rénové, mais dans le grenier, derrière une cloison, on trouva une vieille boîte en métal. À l'intérieur, le gilet de sauvetage orange de Camille, son carnet de dessins détrempé mais encore partiellement lisible, et une photographie découpée dans un journal montrant les recherches pour la fillette disparue. C'était la preuve que Bernard avait toujours su qui elle était vraiment, qu'il avait gardé ces objets comme trophée ou peut-être comme témoignage de sa conscience coupable. On ne le saurait jamais, l'homme étant mort depuis 12 ans. L'histoire de Camille Laurent fit les gros titres dans toute la France. Miracle après 41 ans. Retrouvée vivante après un naufrage. Une mère retrouve sa fille disparue. Les médias se déchaînèrent, réclamant des interviews, campant devant la maison d'Isabelle. La police dut assurer une protection pour préserver l'intimité de la famille. Camille et Isabelle passèrent des semaines ensemble, apprenant à se connaître à nouveau,
ou plutôt apprenant à se connaître pour la première fois en tant qu'adulte. C'était difficile, maladroit parfois. 41 ans de séparation ne se comblaient pas en quelques conversations. Elles étaient des étrangères liées par le sang et le passé, essayant de construire un présent commun. Isabelle emmena Camille dans la chambre préservée, celle qui était restée intacte pendant 4 décennies. Camille pleura en voyant ses dessins d'enfants toujours punaisés au mur, ses jouets rangés, ses livres sur l'étagère. C'était comme entrer dans une capsule temporelle, un sanctuaire de sa propre enfance volée. « Je venais ici tous les jours, » dit Isabelle. « Je m'asseyais sur ton lit et je te parlais. Je te racontais ma journée, ce qui se passait dans le monde. Je sais que ça paraît fou. »« Non, maman, ce n'est pas fou, c'est de l'amour. » Elles décidèrent ensemble de transformer la chambre. Pas de tout effacer, mais de l'adapter, d'en faire un espace qui honorait le passé tout en permettant l'avenir. Certains dessins furent encadrés, d'autres rangés soigneusement. Les jouets furent donnés à des œuvres caritatives, comme Camille le suggéra. D'autres enfants devraient en profiter. La question légale de l'identité de Camille fut complexe. Elle avait vécu sous le nom d'Éliane Martel pendant 41 ans. Reprendre légalement le nom de Camille Laurent nécessitait des démarches administratives laborieuses. Finalement, après consultation avec des avocats et un accord avec sa mère, elle décida de garder légalement Éliane comme prénom usuel, mais de reprendre officiellement le nom de Laurent. Elle devenait Éliane Camille Laurent, un compromis entre qui elle avait été et qui elle était devenue. Les anciens camarades de classe de Camille furent contactés. Léa Bouchard, maintenant professeure à Dinan, demanda à la rencontrer. Leur rencontre fut chargée d'émotions. Léa avait porté la culpabilité de la survie pendant 41 ans. « Je me demandais toujours pourquoi toi et pas moi, » avoua Léa. « Pourquoi j'ai survécu et toi ?»« Mais je n'étais pas morte, » répondit Camille. « J'étais juste ailleurs, perdue mais pas morte. » Elles parlèrent pendant des heures, reconstituant leurs souvenirs de cette journée terrible, comblant les trous de mémoire l'une de l'autre. Léa avait gardé des photos de leur enfance, des dessins que Camille avait faits à l'école. Elle les donna à Camille, qui les reçut comme des trésors inestimables, fragments d'une vie qu'elle avait perdue. Sophie Leclerc, l'ancienne institutrice, maintenant âgée de 69 ans et vivant en Dordogne, apprit la nouvelle par les médias. Elle écrivit une longue lettre à Camille, s'excusant encore une fois, bien que personne ne l'ait jamais tenue pour responsable, exprimant son immense soulagement et sa joie. Camille lui répondit, lui pardonnant ce qui n'avait jamais nécessité de pardon. Marc Fontaine, le capitaine du Goéland bleu, était mort en 2012, emportant dans sa tombe le poids de ce qu'il considérait comme son échec. Mais sa fille, contactée par les médias, dit que son père aurait été submergé de joie d'apprendre que Camille avait survécu. « Il parlait d'elle presque chaque jour, » révéla-t-elle. « Il n'a jamais pardonné de l'avoir perdue. » L'inspecteur Alain Mercier, maintenant très âgé, mais toujours alerte mentalement, rencontra Camille dans un café de Saint-Malo. Il apporta le vieux dossier, jauni par les années. « Je n'ai jamais fermé ce dossier dans ma tête, » dit-il. « Même après ma retraite. Votre cas me hantait. Je suis tellement heureux de vous voir vivante, mais tellement en colère contre ce que cet homme vous a fait. Il m'a volé ma vie, » reconnut Camille, « mais il ne peut plus me la voler maintenant. Je vais vivre le temps qui me reste comme Camille Laurent. » Progressivement, Camille reconstruisit sa vie. Elle quitta son appartement misérable de Rouen, s'installa dans un petit logement à Saint-Servant, tout près de Saint-Malo, mais assez loin pour avoir son indépendance. Elle et Isabelle déjeunaient ensemble 3 fois par semaine, appelaient tous les jours. Elle commença une thérapie intensive pour traiter les traumatismes accumulés. Le processus était douloureux, faisant remonter des souvenirs enfouis, forçant à confronter des vérités difficiles. Mais c'était nécessaire pour guérir, pour avancer. Elle trouva un emploi dans une bibliothèque municipale, travaillant avec des livres comme Bernard lui avait appris à les aimer. Mais cette fois dans un environnement libre et choisi. Elle découvrit une passion pour aider les autres à trouver des livres, à découvrir la lecture. C'était une façon de transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif.
Un an après les retrouvailles, en février 2020, Isabelle et Camille retournèrent ensemble sur la jetée près du Fort National. C'était le 23 mai, 42 ans après la disparition. Mais cette fois, ce n'était plus un jour de deuil. C'était un jour de célébration, de gratitude pour la vie qui continue malgré tout. Elles restèrent là, regardant la mer, cette mer qui avait tout pris et qui, d'une certaine manière, avait tout rendu. Les vagues léchaient les rochers en contrebas, les mouettes criaient dans le vent, le soleil perçait entre les nuages. « Tu sais ce qui est étrange ?» dit Camille. « Pendant toutes ces années, j'ai rêvé de la mer. Des cauchemars surtout. Mais maintenant, en la regardant, je ne ressens plus de peur, juste de la paix. » Isabelle prit la main de sa fille. « La mer nous a séparés, mais d'une certaine façon, elle nous a aussi gardés liés. Je venais ici et je pensais à toi quelque part, au-delà de ces vagues. Et tu étais vraiment quelque part, vivante. Je suis là maintenant, maman. Je suis là. » Elles restèrent encore longtemps, deux silhouettes enlacées contre le vent atlantique, symboles vivants de résilience, d'espoir et de cet amour maternel qui survit à tout, même à 41 ans de séparation et de silence. Le test ADN, qui avait tout révélé, était devenu la technologie qui comblait le gouffre creusé par un homme mort. La science avait permis ce que la recherche humaine n'avait pas pu accomplir, ramener une fille disparue à sa mère. Camille Laurent, Eliane pour certains, Camille pour d'autres, continuait sa vie, portant en elle ses deux identités, ses deux histoires. Elle n'était plus la petite fille de 8 ans disparue dans les vagues, mais elle n'était pas non plus juste Eliane Martel, l'identité fantôme créée par un ravisseur. Elle était les deux, et elle était plus, une survivante, une femme qui avait perdu 41 ans, mais qui était déterminée à vivre pleinement ceux qui restaient. Ce cas nous montre la résilience extraordinaire de l'esprit humain et le pouvoir de l'amour maternel qui survit même à des décennies de séparation. Il illustre aussi comment la technologie moderne, en l'occurrence les tests ADN, peut résoudre des mystères vieux de plusieurs décennies. Mais surtout, il nous rappelle que derrière chaque personne disparue, il y a une famille qui attend, qui espère, qui n'oublie jamais. L'histoire de Camille Laurent pose des questions profondes sur l'identité, sur ce qui fait que nous sommes qui nous sommes. Si vous vivez 41 ans sous un autre nom, sous une autre identité, qui êtes-vous vraiment? La réponse que Camille a trouvée est peut-être la plus sage. Nous sommes la somme de toutes nos expériences, de tout ce que nous avons vécu, en bien comme en mal. Qu'avez-vous pensé de cette histoire extraordinaire? Aviez-vous anticipé la vérité avant la révélation? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun futur cas. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait être intéressé par des cas aussi incroyables mais véridiques.